Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après 2 mois sans capsule. Je m'étais pourtant promis d'en publier une tous les mois, mais là je vous avoue que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le temps a filé et m'a complètement échappé. Et puis en Australie et en Nouvelle-Zélande, j'avais une contrainte point de vue électricité. Comme on a quasiment fait que des free camps sans électricité, c'était impossible pour moi de recharger l'ordinateur. Et pour monter un épisode de podcast, je ne peux pas faire ça sur le téléphone. Bref, ça plus ça, et tout à coup, nous voilà déjà fin mars. Il y avait aussi le fait que j'avais un peu moins de choses à raconter, je crois. Je vous le disais la dernière fois, quand on est arrivé en Australie, j'ai eu l'impression qu'on partait en vacances. On a atterri à Sydney, donc après 4 mois et demi en Asie. Sydney, c'est une ville qu'on avait déjà visitée en 2017, donc c'est tout bête, mais on avait déjà quelques repères là-bas. Et puis on a retrouvé un pays occidental qui dépayse quand même un peu moins dans son mode de vie que les pays asiatiques. On a retrouvé des supermarchés hyper bien achalandés avec beaucoup de choix et des produits qu'on connaissait. Donc culinairement, ça aussi j'en avais parlé la dernière fois. Culinairement, on était au top. Donc voilà, c'est plus facile l'Australie, c'est moins surprenant. Et puis cerise sur le gâteau, on a pris un van après quelques jours pour partir à la découverte du sud de l'Australie. Et le van, pour nous, c'est une zone de confort. On a déjà voyagé plusieurs fois en camping-car ou en van dans différents pays. C'est un mode de voyage qui nous convient bien. Donc, j'étais moins surprise, quoi. Et donc, j'avais moins d'idées sur ce que je pouvais vous raconter. Mais bon, aujourd'hui, alors que voilà, je suis au début de l'enregistrement, je crois que j'ai écrit tellement pour cette capsule que je vais en faire 2. On verra. En Nouvelle-Zélande, au mois de février, on a dépassé la moitié du voyage. Puis on a passé les 6 mois. Et bientôt, on sera à 7 mois de voyage. Vraiment, c'est drôle de se dire que ça fait autant de temps qu'on est parti et qu'il en reste encore beaucoup, en fait. Il reste encore plusieurs mois, quoi. Je vous en avais déjà parlé aussi, mais vraiment, mon cerveau n'assimile toujours pas cette information. C'est quand même un truc de fou, un tour du monde pour ça. On vit tellement de choses différentes. Je tourne un peu en boucle là-dessus parce que je réalise pas. L'Indonésie me semble si loin. C'était il y a 6 mois. Les Philippines, c'était il y a 2 mois et demi. Ça me semble aussi très loin. Même l'Australie, en fait, me semble loin. On a l'impression qu'on est parti depuis bien plus longtemps que 6-7 mois. Ça pourrait faire 2 ans, quoi. Ça nous surprendrait pas. C'est court et loin à la fois, en fait. 6-7 mois, c'est pas grand-chose finalement dans une vie. C'est passé très vite, tellement on a fait de choses. Donc on a l'impression que c'est court. Et puis finalement, quand on s'arrête 2 secondes et qu'on se dit waouh, on a gravi le Bromo, on a fait du snorkeling à tel endroit, on a rencontré telle personne, on a vécu telle expérience. En fait, ça nous semble plus long. Hein, c'est assez étrange et bon, j'arrive pas trop à trouver les mots pour expliquer les sentiments contradictoires que j'ai à ce sujet. Mais bon, j'espère que vous me comprenez un petit peu. Et alors là, j'ai l'impression que les 4 derniers mois vont filer à une vitesse encore plus folle. On rentre bientôt dans le dernier acte du voyage. Fini les vacances en Océanie, on arrive en Amérique. Les États-Unis seront encore un peu des vacances, je crois, parce qu'on y a des repères. On va même retourner à des endroits qu'on connaît déjà, mais qu'on avait visités avant d'avoir les enfants. Et puis le voyage, le vrai voyage, reprendra en Amérique du Sud. Là, on ne connaît rien et on va retrouver le mode de vie en sac à dos. Donc, je pense qu'on va être plus chamboulé, on va être plus surpris. À la fois, j'ai hâte. Et d'un autre côté, pas trop, parce que on va pas se mentir, hein, les vacances là qu'on est en train de vivre, c'est chouette aussi. Et puis j'ai peur d'arriver trop vite au mois d'août. Comment faire pour ralentir le temps? Si vous avez des idées d'ailleurs, je suis preneuse, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, tant que j'y suis là à vous parler un peu du retour, en fait on a pris nos billets d'avion pour rentrer au mois d'août. Donc le compte à rebours a officiellement commencé, mais cette fois-ci c'est pas dans le bon sens. Encore que, enfin, je sais qu'on sera content de rentrer, même moi. Mais quand même, plus que 137 jours. Je ris ou je pleure? Un peu des deux.
On va plutôt dire encore 137 jours. Toujours voir le bon côté des choses, n'est-ce pas? Mais bon, allez, j'arrête de pleurer sur mon sort, parce que quand même, faut pas exagérer. Je voulais profiter de cette capsule de milieu de voyage pour vous faire un petit point budget. Alors, si vous nous suivez sur Insta, vous voyez nos bilans par pays. Et depuis le début, soit on est dans le budget, soit bien en dessous. Donc, c'est plutôt cool. Mais je me dis toujours, évidemment, ça dépend de comment on a fait le budget à la base, hein. Parce que je reçois des messages de gens qui me disent, waouh, vous êtes bien en dessous du budget, c'est cool. Bah, alors, évidemment, c'est cool, mais si on avait surestimé notre budget prévisionnel, en fait, bah, c'est pas compliqué d'être en dessous. Et quand vous voyez des gens qui font ça, enfin, moi, quand je vois des bilans, je me dis toujours, ouais, ok, ils sont cool, c'est bien en dessous de ce qu'ils avaient estimé, mais je ne sais pas comment ils avaient estimé. Donc, il faut s'en tenir juste aux chiffres de ce qui a été dépensé, parce que ça ne veut pas dire grand chose au final, cette comparaison entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réellement dépensé, sauf si on est bien au courant de comment ça a été estimé le budget prévisionnel. Alors moi, je vous l'avais expliqué dans une précédente capsule de préparatif. Donc en fait, je vous le réexplique ici rapidement, j'avais pris le budget journalier indiqué par pays sur différents sites. Les sites en question, c'était À Contresens, Tour du Mondiste, Où et Quand. Et puis j'avais fait une dernière estimation en prenant justement un bilan chez une famille de voyageurs que je suivais sur Insta ou pas d'ailleurs, parce que j'ai pas toujours trouvé, mais une famille de voyageurs qui m'avait l'air de voyager à peu près comme nous. Il y a quelques pays en Amérique du Sud notamment où j'avais pas trouvé de famille, de bilan fait par des familles, mais par des couples. Donc là, j'avais fait une petite estimation en plus pour les enfants. Pour les enfants, la règle que j'ai prise, c'est 0,75 comme coefficient pour les enfants. Donc le budget journalier par personne, je le multiplie par 3,5, une part pour moi, une part pour Ludo et 0,75 par enfant. Donc j'avais 4 chiffres, 4 budgets par pays, et à chaque fois, j'ai fait une moyenne de ces 4 chiffres. Ça m'a donné une moyenne des budgets journaliers par pays, et puis j'ai multiplié par le nombre de jours qu'on y restait, et ça m'a donné notre budget. On s'est basé là-dessus pour choisir un peu le nombre de jours à passer par pays. Dans les pays chers, évidemment, on avait un peu raboté, c'est-à-dire l'Australie, il restait plus de 3 semaines, la Nouvelle-Zélande et la Polynésie, 3 semaines et demie chacun. Enfin, c'était ça le nombre de jours à rester par pays, c'était notre variable d'ajustement. Et donc, on avait fait ce petit exercice pour que le budget total rentre dans notre enveloppe globale, l'enveloppe qu'on avait décidé d'allouer à ce tour du monde. Alors, sur les pays qu'on a traversés jusqu'à présent, j'ai comparé chaque source d'information que j'ai utilisée avec notre budget réel. Alors, les sites Tour du Mondiste et À Contresens sont quasiment identiques, avec une sous-estimation de 3 à 5% en moyenne sur l'ensemble de notre voyage. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Si on se dit qu'on utilise Tour du Mondiste et À Contresens, bah là, si je regarde tous les pays qu'on a traversés, je me dis, bah, au final, eux, ils avaient dit 3 à 5% de moins. Mais bon, je vous conseille quand même toujours aussi de prendre un petit peu large. Donc, si vous utilisez que une seule source d'information, bah, vous rajoutez, je sais pas, un petit 10% ou un truc parce que y a l'inflation, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a une expérience particulière que vous rêvez de faire qui coûte plus cher et donc celle-ci, elle va gréver le budget. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Donc là, je me dis, ils sont à 3 à 5% en moyenne sur de moins que nous, notre budget. C'est pas si mal. Mais quand on regarde le détail par pays, il y a vraiment des grandes différences quand même. Alors, par exemple, pour la Thaïlande, l'estimation à contresens, elle est 28% supérieure à notre budget à nous, à ce qu'on a dépensé. Et celle de Tour du Mondiste, elle est 10% supérieure. Donc, on n'est pas allé dans les îles du Sud, en Thaïlande, et je pense que ça joue. Je crois que c'est un petit peu plus cher là-bas. À contrario, au Laos, l'estimation à contresens, elle est sous-estimée de 16%. Ça veut dire que nous, on a dépensé 16% de plus, alors que celle de Tour du Mondiste, elle est surestimée de 21%. Ça veut dire que nous, on a dépensé 21% de moins que l'estimation de Tour du Mondiste et 16% de plus que l'estimation de À Contresens. Donc en fait, ça fait une très grosse différence entre les deux. Il y a rien à voir, quoi. Pour le Cambodge, les estimations de ces deux sites sont vraiment sous-estimées de 22 et 35%. Et pour la Nouvelle-Zélande, sous-estimation de 40%. Donc voilà, en fait, au global, bah ça va, on retombe sur nos pattes, mais pays par pays, on peut se prendre quelques petites claques, quoi.
Donc au final, on se retrouve quand même avec des bonnes surprises dans notre budget, nous, parce qu'on a utilisé aussi l'estimation de où et quand, qui n'est pas particulièrement un site de voyageurs au long cours, mais plutôt un site qui est utile pour préparer des vacances. Et en vacances, les gens dépensent plus qu'en tour du monde. Sur où et quand, les estimations sont systématiquement supérieures à notre budget réel, de 22 à 62%. Et ça, le fait d'inclure ce chiffre-là dans notre moyenne de budget prévisionnel, ça nous a permis d'être dans les clous, à la fois au Cambodge et en Nouvelle-Zélande, par exemple, là où Tour du Mondiste et à contresens, eux, on était bien au-dessus que ce qu'ils avaient dit, quoi. Ça nous a aussi permis d'être super large en Australie, d'être dans les clous en Indonésie, malgré une excursion orang-outan à Bornéo qui était plutôt très chère. Parce que sur Ouécan, on a plus des budgets de touristes qui y vont pour les vacances. Et en vacances, on se dit, je vais faire cette activité parce que je suis venu là juste pour 15 jours et donc j'y vais. On a plus de budget. On est plus aussi en mode apéro, resto, que je prends un logement avec une cuisine et je mange des pâtes au pesto, quoi. Donc, d'où la petite différence. Mais pour nous, là, finalement, ça nous permet vraiment d'avoir des bonnes surprises, quoi. Et en ce qui concerne les estimations que j'avais prises chez des familles de voyageurs, globalement, on est à 9% de plus qu'eux. Alors, je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'inflation et j'avais pas des estimations de voyageurs juste de l'année dernière, quoi. Parfois, c'était à 1, 2 ou 3 ans d'écart. Donc, plus 9%, bon, ça me semble pas trop déconnant. Mais force est de constater que ce que je vous disais tout à l'heure est vrai, quoi. Il faut prendre une petite marge aussi par rapport à d'autres familles quand même. D'ailleurs, je vous conseille, si vous regardez nos budgets, de prendre une petite marge par rapport à nous aussi, parce que nous, enfin, j'allais dire, je pense qu'on n'est pas vraiment dépensier. En fait, c'est pas je pense, c'est je suis sûr, on n'est pas dépensier du tout. On fait très peu de folie pendant notre voyage. Bon, rassurez-vous, on n'a pas l'impression de se restreindre particulièrement ou de passer à côté de quoi que ce soit, hein, mais on est en voyage comme on est dans la vie normale. On n'est pas du tout dans l'optique de dépenser toute notre épargne dans ce voyage, même si c'est le voyage de notre vie. En fait, s'il nous reste de l'argent quand on rentre, c'est pas grave. On va savoir très bien quoi en faire et on sera content de pouvoir continuer à partir en vacances, de pouvoir continuer à faire des travaux dans notre maison sans se dire, on peut pas, on a fait un tour du monde, là, ça veut dire que pendant 5 à 10 ans, on est coincé parce qu'on n'a plus de thunes. Non, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, par exemple, quand on a vu qu'en Australie, on serait très loin du budget prévisionnel, parce que comme on suit, on dépense au jour le jour, pouvoir faire un budget, on a bien vu qu'on n'allait pas tout dépenser, on n'en a pas spécialement profité pour cramer la caisse. On est des gens plutôt raisonnables de ce point de vue-là. Donc, on s'est dit, ça va pouvoir permettre d'absorber des écarts sur d'autres pays, parce qu'en fait, on se rend compte quand même, il y a quand même une chose à retenir de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, c'est que c'est vraiment difficile d'avoir un budget prévisionnel correct. Si tu prends une seule source d'information, t'es pas bon, quoi. J'ai envie de dire, si tu fais le budget dans les grandes largeurs comme nous, parce que nous, on a pris le budget journalier qui était publié comme ça sur différents sites, différentes sources d'informations, mais on ne s'était pas dit, OK, là, on va louer un camping-car, ça va nous coûter autant, il y a telle et telle activité à faire, ça va nous coûter autant, la bouffe, on estime à autant, etc. On n'est pas rentré dans le détail des postes de dépenses. Si c'est ce que vous faites, forcément, vous avez plus de chances de tomber juste. Si vous faites un peu dans les largeurs comme nous, je vous conseille de diversifier les sources d'infos. Parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense, qui misent leur budget prévisionnel, ils misent tout sur à contresens ou sur Tour du Mondiste. Là, ça me semble un peu juste, quoi. Parce que je le vois bien, tu vois, la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est 40% de moins que ce qu'on a dépensé. Et pourtant, on a eu un super prix pour notre camping-car et on n'a pas fait de resto, je pense, en Nouvelle-Zélande. Voilà, les activités sont très chères. Je pense qu'il y en a qui ont augmenté. Enfin bref, la vie a pas mal augmenté, j'ai l'impression, en Nouvelle-Zélande. Et puis, d'un autre côté, par exemple, si vous misez tout sur un site comme Où et Quand, qui là est un site pour les vacances, quoi, du coup, vous allez rayer du programme un certain nombre de pays, alors qu'en fait, ça pourrait tout à fait passer dans le budget. Donc, diversification des sources d'information, pour moi, ça me semble essentiel. Le budget, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Et il y a presque autant de voyageurs que de budget, autant de voyageurs que de façon d'envisager les dépenses, etc. On n'est pas tous logés à la même enseigne de ce point de vue-là. Et moi, ça c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Je serais vraiment intéressée de savoir comment vous faites pour faire votre budget prévisionnel. Et si vous êtes du genre à en profiter un max dès que c'est possible, en mode vacances, ou plutôt comme nous, plutôt mode vie normale à l'étranger. Bon, je mets bien sûr vie normale entre guillemets, mais
Mais c'est vraiment 2 optiques différentes quand même. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Je vois bien les différences, avec les gens qu'on rencontre ou les familles que je suis sur Instagram, mais voilà, si vous voulez me raconter un petit peu vous, votre expérience. Comment vous avez fait pour établir votre budget prévisionnel et puis quelle attitude vous avez adoptée quand vous voyez que ça dépassait ou au contraire que vous étiez large, quoi. Racontez-moi, ça m'intéresse. Donc dans le budget, il y a le coût de la vie sur place et puis il y a les transports pour aller d'un pays à l'autre. Ces transports-là, je les inclus jamais dans nos bilans, sauf pour les transports terrestres. Mais le prix d'un billet d'avion en soi ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend d'où on part, bien évidemment. Donc moi, mon idée de quand je partage ces bilans avec les budgets, c'est que ça puisse vous servir, mais ça doit aussi pouvoir vous servir si vous arrivez de Paris directement ou de France directement dans le pays. Là, vous dites ok, si je voyage un peu en mode sac à dos, combien je peux dépenser sur place, quoi. Mais le montant global des billets d'avion sur l'ensemble du voyage, ça c'est quand même une donnée aussi qui est intéressante. Et maintenant qu'on a pris notre billet de retour, je peux en parler. Donc souvenez-vous, j'en avais parlé dans les préparatifs. On avait comme beaucoup contacté des agences spécialisées dans les billets tour du monde pour faire des devis. Et puis finalement, on avait décidé de prendre les billets par nous-mêmes parce qu'on pensait que ça nous reviendrait moins cher. Tant pis pour le service. On s'était dit, ok, on va faire par nous-mêmes. Donc j'avais fait des devis chez Travel Nation, ZipWorld et Avemundum sur une première idée d'itinéraire qui nous faisait passer par la Grèce et la Turquie avant d'arriver en Indonésie. Et puis pour le reste, c'est exactement comme ce qu'on est en train de faire. Donc au niveau des devis, on était à 14 000 pounds chez Travel Nation, 15 000 euros chez ZipWorld et 14 000 euros chez Avemundum. On est allé un petit peu plus loin avec Avemundum, où on avait affiné un peu nos itinéraires et nos envies. Et puis on était arrivé à un devis de 11 700 euros. Ça, c'est la dernière estimation. Et à partir de là, on s'est dit, bon, ok, non, là, ils sont au taquet de la proposition. Nous, on pense qu'on pourra avoir moins cher. Et on a eu raison de ce point de vue-là. Parce que pour la même séquence de vol que le dernier devis qu'on a eu à 11 700, en prenant les billets par nous-mêmes, on a dépensé seulement 8 700 euros. Donc, ça fait 3 000 euros de moins. Et à 150 euros près, c'est ce que j'avais estimé à l'époque, quand moi j'avais fait des simulations sur Google Flight, parce que j'avais pas dit un peu au doigt mouillé, ok, 11 700, ça me semble beaucoup, on dépensera moins. J'avais fait des simulations sur Google Flight en regardant plusieurs périodes, en me disant, ok, si je le prends pour dans un mois, à combien ça va me revenir, si je le prends pour dans 6 mois, 4-5 mois, la période à laquelle nous, on pensait faire le vol. J'avais fait pas mal de recherches et voilà. Et à 150 euros près, j'avais estimé que ça nous coûterait 8 550 et ça nous a coûté 8 700. Alors, est-ce que ça nous a coûté autre chose? Oui, bien sûr. Un petit peu de temps de recherche, quelques sueurs froides, notamment quand on a vu que les billets entre les Philippines et l'Australie étaient devenus 3 fois plus chers au moment de les réserver, alors que la veille, quand on avait regardé, c'était ok, quoi. Mais bon, c'est tout, en vrai. Ça nous a rien coûté d'autre. D'ailleurs, en cas de sueur froide dans le genre, le maître mot, c'est la patience. Il faut toujours attendre quelques jours. Supprimer les cookies de ses recherches, arrêter de faire des recherches dans tous les sens, respirer un grand coup. Ça n'aide en rien pour les prix, mais ça aide un peu pour faire descendre la pression. Et voilà. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et les billets sont revenus au prix initial qu'on avait vu. Alors, en revanche, pour avoir un prix comme ça, on oublie le mythe du last minute et de la flexibilité souvent mise en avant quand on choisit de prendre ses vols par soi-même. Si on veut être compétitif sur les prix, il faut anticiper. De la même manière qu'une agence comme Avemundum va vous demander de valider vos billets environ 4 mois avant la date du voyage, nous on a pris tous nos billets 4-5 mois avant la date du voyage. Et pour nous, en vrai, c'était très bien. Jusqu'à présent, on n'aurait rien fait autrement. Notre itinéraire, en tout cas les connexions interpays à quelques jours près, c'est les dates auxquelles on avait pensé depuis le début. Et puis les changements de pays, on fait dans l'ordre qu'on avait imaginé. Donc, on aurait pu prendre les billets tour du monde, on n'aurait pas été frustré de ne pas pouvoir changer de pays, de ne pas pouvoir changer de date, etc. Mais voilà, si le critère c'est le prix, on est obligé d'anticiper. Si on fait du last minute, c'est qu'on se dit ok, dans 15 jours, je sais pas dans quel pays je veux être, j'ai pas encore de billets, ni terrestre, ni avion. Pour l'avion, ça sera des prix élevés, quoi. C'est obligatoire. Et alors pour clore ce sujet budget, il y a un dernier point que je ne prends pas du tout en compte quand je vous fais les bilans budget, ni dans tous les chiffres que je vous ai donnés jusqu'à présent, c'est le cashback.
Le cashback, bon, je vous en ai déjà parlé. On a plusieurs articles de blog aussi sur le sujet. Je vous invite à aller voir si vous connaissez pas trop. Mais c'est un système que nous on utilise beaucoup. D'ailleurs, dans notre vie tous les jours en France aussi. Hein. Et ça permet de faire quand même de belles économies quand on met tout bout à bout. Et mais là, je peux pas vraiment vous en parler dans le détail parce que précisément on l'utilise beaucoup pour l'achat des billets d'avion. Et on n'a pas encore touché tout le cashback parce qu'en fait, on le touche une fois que le vol est effectué. Donc, enfin, le plus souvent, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc, en fait, dans nos 8 700 € de billets d'avion, il y aura encore quelques centaines d'euros à déduire. Hein. Quand je dis quelques centaines, ouais, c'est vraiment quelques centaines à l'aise. Donc, bon, je vous ferai un retour plus précis, en tout cas, sur ces petits calculs à notre retour en France quand je ferai un bilan budget global, genre un tour du monde, ça coûte combien. Le cashback, c'est à ne pas négliger. Donc, si vous connaissez pas le système, je vous invite à aller voir sur le blog, hein, sur parents-voyageurs.fr. Dans la catégorie en pratique budget, on a des articles qui expliquent ça. Et puis, sur la page Bon Plan, vous trouverez une offre de parrainage qu'on a à vous proposer chez Top Cashback. Alors Top Cashback, parce qu'il y a plusieurs organismes de cashback évidemment, Top Cashback vous garantit le cashback le plus élevé. Donc, si on vous parraine pour votre première inscription, vous avez déjà 10 € dans votre cagnotte. Donc, je vous mets le lien dans la description de l'épisode et puis vous le retrouverez donc sur notre page Bon Plan sur le site. Donc, chez Top Cashback, par exemple, vous pouvez obtenir des remboursements sur vos achats chez Expedia, chez Trip.com, chez Opodo, Last Minute, Cdiscount Voyage, etc. J'ai pas fait toute la liste des partenaires voyage. Pas besoin de faire un tour du monde pour en profiter. Il y a même du cashback sur vos entrées à Disneyland Paris, par exemple. Que vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours pour cagnotter votre prochain voyage. Parce que, par exemple, il y a du cashback sur vos courses en ligne, chez U, chez Monoprix. Il y a 6% chez Biocop, par exemple. C'est pas rien si vous faites vos courses chez Biocop. Vous les faites en ligne, vous avec le système de cashback et vous récupérez 6% du montant de vos courses à chaque fois que vous faites vos courses. Donc, quand on met tout bout à bout, en fait, ça fait quand même une bonne petite cagnotte, quoi. Je vous dis ça, c'est les offres actuellement existantes en termes de pourcentage. Ça peut varier évidemment dans le temps, mais en général, les enseignes ne disparaissent pas du partenariat, c'est plutôt les pourcentages qui varient. Mais bref, tout ça pour vous dire que sur les vols, nous on a fait de belles économies. Alors moins sur les hôtels, hein, parce que Booking a disparu de toutes les plateformes de cashback pas longtemps avant le départ, en 2024. Donc c'est dommage pour nous, mais quand même en résumé, voilà, sur les vols, tout ça pour dire que on est plutôt content de notre choix de ne pas être passé par une agence, dans la mesure où, pour nous, le prix, c'était le critère à satisfaire. Mais évidemment, j'ai pas envie de rayer de la carte complètement les agences, hein, pour vous dire à tout prix, faites par vous-même, parce que une agence vous apportera d'autres services. Que nous, on s'est dit, tant pis, on va tout gérer nous-mêmes, quoi, pas de service. On a des vols aussi non annulables, non remboursables. Il y a des agences qui permettent de changer la date à plus ou moins courte échéance. Nous, on s'était dit que c'était pas important pour nous. C'était le prix qui était important pour nous pour ça. Donc voilà, c'est à vous de déterminer ce qui est important pour vous pour faire le choix en conséquence. Voilà pour ce point budget. Donc comme je vous disais au début, j'avais prévu d'enchaîner avec un petit feedback sur l'Océanie, mais là, ça va vraiment faire une capsule trop longue. Donc je vais effectivement la couper en deux. Je diffuserai la suite la semaine prochaine. Au moment où cette première capsule sort, on est parti d'Océanie, ça y est. C'est fini et c'était merveilleux. Au moment où je l'enregistre, il nous reste 3 jours ici, en Polynésie. J'ai pas du tout envie de partir, mais bon, il faut bien. Et donc du coup, voilà, la semaine prochaine, je vous fais le petit bilan complet de nos 2 mois et demi. Je vous souhaite donc une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée, retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!